jour en Chine et premier jour à Pékin, j'ai l'impression d'être une journaliste d'investigation un peu. Après 1 heure de queue, on est arrivé sur la plus grande place du monde, la place Tiananmen. Il fait très chaud, c'est trop cool, on retrouve enfin le beau temps, enfin le soleil après Taïwan. Il nous tarde de découvrir cette culture hyper différente de la nôtre. Pour l'instant, c'est vraiment un petit choc culturel quand même. Du coup, c'est trop bien parce qu'on va vraiment s'immerger dans une culture extrêmement différente. Attendez, va falloir revenir en arrière de quelques heures parce que ce choc culturel, on va y être confronté dès notre arrivée à Pékin. Déjà, on apprend qu'on ne peut rien faire sans internet, même commander un taxi. Car ici, tout passe par une application. Chinoise, hein, l'application. Parce que Google et Meta sont interdits ici. Ensuite, rien n'est traduit en anglais. Donc, pour notre premier petit déjeuner, on prendra des gâteaux complètement au hasard. Je crois que c'est salé. Moi aussi, je crois que ça, c'est super salé. C'est quoi? C'est du bœuf. Ça, c'est vachement bon ça. Ça, c'est... Moi, je suis trop fan, je vais en acheter d'autres. Enfin, on apprend que vouloir visiter une des plus grandes places du monde, c'est clairement pas de tout repos. Il faut comprendre les panneaux, passer 3 postes de sécurité et faire la queue pendant 1 heure. Et si c'est aussi galère de rentrer, c'est que la Chine veut à tout prix éviter ce qui s'est passé le 4 juin 1989, où des étudiants et des travailleurs s'étaient rassemblés sur la place Tiananmen pour manifester pour la démocratie. La manifestation tourne au drame et des centaines, voire des milliers de personnes vont mourir sous les balles de l'armée. Cet événement a été effacé de l'histoire chinoise, mais la place garde une importance capitale. Aussi parce qu'elle est la porte d'entrée d'un des lieux les plus fabuleux qui m'ait été donné de voir dans ma vie, la cité interdite. Rendez-vous compte. Une ville entière qui date de 1406, demeure de 24 empereurs sur près de 6 siècles. On mesure notre chance inouïe d'accéder à un lieu aussi exceptionnel. Car avant 1924, année où elle a été ouverte au public, personne d'autre que l'empereur et sa cour avait le droit de s'en approcher, ni même de la regarder. Un festival de palais, de jardins et de trésors, symbole de la grandeur et de l'opulence de l'Empire chinois. Et quand on la traverse, on a l'étrange impression que le dernier empereur l'a quitté hier. Après cette incroyable visite, on part déjeuner, mais comme on n'a toujours pas internet à ce stade, on commande des plats au hasard. On enchaîne en se baladant dans des hutongs, ces ruelles étroites typiques pékinoises. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Je sais pas. C'est bizarre. Ça colle. C'est un concept les toilettes ici. Voilà. Super. Au moins c'est hyper convivial. On n'a pas vu les heures passer et malheureusement on n'a plus beaucoup de temps avant le coucher de soleil. Alors on court au palais d'été pour arriver avant la fermeture. Voilà. Il nous reste 20 minutes. C'est impossible. Victoire mi-figue mi-raisin, l'intérieur est fermé mais on peut quand même profiter des jardins. Après l'agitation du centre de Pékin, ce calme est bienvenu. On rentre à l'hôtel dans une ambiance festive. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant marché, je suis dans un état de fatigue qui est indescriptible. Mais une grande aventure nous attend. On doit arriver à rejoindre une portion pas du tout touristique de la Grande Muraille de Chine. Et les mecs à l'hôtel avaient l'air de nous dire que c'était une énorme galère. Après, moi je regrette pas de tout essayer pour éviter le monde, parce qu'on a vu des vidéos récemment, ça a l'air pas très drôle avec 600 milliards de personnes. En tout cas, c'est trop bien la Chine. Mais un petit imprévu décale le programme. Bon, on a voulu aller acheter une carte SIM avant de partir à la muraille de Chine, parce qu'en fait personne ne parle anglais, mais vraiment personne. Et du coup c'est impossible de communiquer sans internet. Et bref, du coup on a voulu aller acheter une carte SIM. Comme toute activité dans ce pays, ils demandent notre passeport, donc on l'avait pas pris. Là on fait un aller-retour, c'est pratique. Vraiment ils demandent notre passeport pour toutes les activités. Cette activité achat de carte SIM va nous prendre plus de 2 heures. J'ai l'impression d'acheter un appartement. Du coup on est super en retard, donc on abandonne le bus et on prend un taxi pour rejoindre la muraille. Direction Simatai. La muraille de Chine est l'une des 7 merveilles du monde moderne, mais c'est surtout la structure architecturale la plus monumentale que l'humain ait jamais construite. Un chantier commencé en 220 avant Jésus-Christ et qui mesure aujourd'hui 8851 km de long. À ce moment-là, je crois que je comprends pas encore ce que ça signifie. On arrive juste avant la fermeture des billets de l'après-midi. La muraille se dessine au loin, sur la crête d'une montagne. Dernière montée.
Puis on arrive. Emmitouflée dans une épaisse couche de brouillard, la muraille revêt son caractère le plus mystique. Un gros problème ici, c'est que comme on comprend rien, déjà on commande à moitié au hasard, et en plus de ça, on commande toujours trop de nourriture. Là, c'est... C'est basé sur les photos. Et sur les photos, ça avait l'air beaucoup plus petit aussi. Ça ressemblait pas du tout à ça. On aurait dit un petit beignet. Ah ouais, mais là, là c'est que la moitié du repas. Hein. Il y a une autre moitié qui arrive là. Et des brochettes qui arrivent. Bon, on n'en a pas eu assez de la muraille. Il est 4 h du matin. On a pris un taxi pour nous amener à Jicheng, une portion à laquelle on peut accéder avant les horaires d'ouverture. Il est 4 h du matin. Ça se complique. Le taxi nous lâche au milieu de nulle part, donc on doit en reprendre un autre. On doit ensuite payer le garde à l'entrée pour qu'il nous ouvre les grilles. On a super froid et dans le noir complet, on sait pas trop où se diriger. Jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Et là, en regardant le soleil éclairer les parois de la muraille, je comprends tout à coup, parce que je n'ai jamais rien vu de tel. L'expression « à perte de vue » prend tout son sens. La muraille dépasse littéralement les limites de ma vision. Le soleil se lève et on part se balader sur la muraille. Impossible de s'en lasser. Pour vivre ce spectacle hors du temps, on est seul. On arpente la muraille pendant des heures, à monter et à descendre des escaliers millénaires. Bon, surtout à monter. Mon Dieu. Oh là là. Après un petit déjeuner bien mérité, retour à Pékin. On est de retour à Pékin. En fait, la première journée qu'on a faite n'a clairement pas suffi pour visiter la ville. Du coup, on essaie de rentrer le plus tôt possible de la muraille de Chine pour découvrir d'autres monuments qu'on n'avait pas vus la première journée. Et là, on est au temple du paradis. C'est magnifique, très beau, qui est à l'image de tous les autres monuments de cette ville, gigantesque et complètement démesuré. Je ne m'attendais pas à ce que Pékin soit aussi riche culturellement. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il aurait fallu qu'on reste 3-4 jours pour en profiter pleinement. Tout est tellement grand, tellement démesuré, les distances sont immenses. Passer d'un lieu à un autre prend parfois des heures. C'est vraiment une ville tentaculaire. Le temple du paradis trône au centre d'un petit parc pékinois de 267 hectares. Voilà, il date de 1420 et était une sorte de porte céleste pour l'empereur, lui seul. Alors aujourd'hui, on n'est pas seul, c'est blindé, mais ça reste absolument magnifique. En parlant d'endroits bondés, on se rend au Jincheng Park pour voir le coucher du soleil sur la cité interdite. Cette colline a été créée de toutes pièces pour que le palais des empereurs se retrouve au sud d'une montagne, comme le principe Feng Shui le recommande. Là, on ressent pas très bien l'ambiance Feng Shui, ceci dit. Allez, changeons de région. Encore faut-il arriver jusqu'à la gare, car même à 7 h du matin, les bouchons s'accumulent et il y a un feu tous les 20 mètres. J'évalue nos chances d'être à l'heure à 3%, grand maximum. Coup de chance, on arrive à la minute près sur le quai. On l'a eu. C'est miraculeux. J'y croyais plus. On arrive à Xi'an à 17 h avec une faim dévorante. Ça tombe bien, on nous a recommandé un petit resto de quartier. Excellent, comme d'hab. On est enfin arrivé à manger et on est également enfin arrivé à Xi'an, une ville bruyante. Comme évidemment on parle pas du tout chinois et que personne ne parle anglais, pour manger c'est toujours une épopée. Très très long, on utilise des traducteurs qui traduisent n'importe quoi. On va essayer de visiter la pagode de l'oie sauvage. Mais comme d'habitude, il est super tard vu qu'on a pris 3 heures pour manger, mais c'est pas notre faute. Et on va voir si on va pouvoir y aller, je pense, j'espère. Et surtout demain, qu'est-ce qu'il y a? L'armée de terre cuite. Et ça, c'est stylé, ça. La pagode de l'oie sauvage a été construite en 652 et est un monument sacré dans le bouddhisme chinois. Parce que c'est là où auraient été traduits des textes sacrés ramenés d'Inde par le moine voyageur Xuanzang. Xi'an est notamment réputé pour son quartier musulman et sa nourriture éclectique et délicieuse. On termine donc la journée avec un burger chinois et un jus de grenade. Et au dodo. Car le lendemain, on se lève très tôt pour être à l'ouverture d'un des sites les plus populaires de toute la Chine et éviter la foule. Après 2 métros et un taxi, on arrive. Et on n'est clairement pas les seuls, mais rien par rapport au moment où on quittera les lieux. Ce lieu unique au monde renferme des milliers de guerriers en terre cuite qui datent de 3 siècles avant Jésus-Christ,
dont le rôle était de protéger le premier empereur de Chine dans l'au-delà. Fait incroyable, ils sont tous différents et calqués sur une véritable armée. C'est un fermier qui a découvert par hasard les statues dans les années 70 en voulant creuser un puits sur son terrain. Tout en morceaux, il a fallu les restaurer, pièce par pièce. Aujourd'hui encore, 300 archéologues travaillent sur le site. On R pour trouver un restaurant en particulier, sauf que tout est écrit en chinois. Et du coup, on essaie de repérer les signes et les symboles chinois pour retrouver le resto. Et c'est super dur. Genre, par exemple, ce signe là, il est quasiment partout. Du coup, je le confonds avec 12 000 signes. Maëva, quand elle a faim, je peux vous dire qu'elle est très motivée. Elle est en avance. On abandonne, on demande à des gens. Aïe aïe aïe. À chaque fois, manger, c'est un exercice très très compliqué. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà. Yes. Je suis contente. Tu es contente? Parce qu'une fois que tu as trouvé le resto, il faut également comprendre le menu. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais Maëva a un super traducteur. Autocollant de peau de poireau intérieur de bœuf. Peau de poireau intérieur de bœuf. Waouh. Pot stick de maïs au poulet. La dernière étape est d'arriver à commander le bon plat aux bonnes quantités et là pas le choix, on passe par un traducteur aussi. On a réussi à manger, moi je trouve ça incroyable déjà. Je sais pas ce qu'on a commandé, mais on a commandé déjà. Ça a l'air trop bon. Comment parler de Xi'an sans parler de ses remparts? Ce mur de 13,7 km de long entoure complètement le centre de la vieille ville. Ce sont les mieux conservés de toute la Chine et ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La balade sur ces remparts rappelle l'époque où Xi'an marquait le début de la route de la soie et était la capitale de la toute première dynastie chinoise. Le soir, rendez-vous dans le quartier musulman, une vraie fourmilière où l'odeur de la nourriture se mêle au gasoil des scooters. On fait la queue pour manger dans un des meilleurs restaurants de brochettes de toute la ville. Le concept est génial. Tu t'assois et tu attends que les serveurs passent avec les différentes brochettes. Si elle t'intéresse, tu l'appelles et tu lui dis le nombre de brochettes que tu souhaites. À la fin, il compte les pics dans ton assiette et tu paies en fonction. Comme on comprend toujours rien, on commande au hasard, mais on se régale. J'ai la bouche anesthésiée. Un pic. Notre aventure à Xi'an s'arrête ici, et il est temps de partir loin, très loin, à Zhangjiajie, une région qui abrite un parc national hors norme, celui qui a inspiré la planète Pandora dans Avatar. À notre arrivée, il pleut, et après une rapide vérification, on se rend compte que c'est le cas depuis plus d'une semaine. Ça reste très beau, mais si la visibilité ne s'améliore pas, on va passer à côté de la beauté du parc. Avant toute chose, il faut s'organiser. On va y passer certes 2 jours, mais il faut faire des choix tant le parc est grand. Je pense que dans tous les cas, on devrait commencer par le plus beau demain. Par la partie haute dans tous les cas. Et le lendemain, s'il fait beau, eh ben on fait qu'une petite partie ici et on remonte. Maëva a faim, donc on va manger à 18h30. Et c'est bien local, parce que c'est blindé. Ah oui, blindé, il n'y a personne à... Bref, on va goûter le fameux hot pot chinois, mais à la mode ici. Donc il nous tarde de découvrir. Il y a 3 viandes Et plein de légumes différents à goûter. Il me tarde, ouais, ça va être trop bon. Depuis le début du séjour, la Chine nous régale. Toutes les spécialités sont délicieuses et je me rends compte de à quel point je n'y connaissais rien. À table. C'est vraiment délicieux, mais comme d'habitude, ça arrache. En plus, elle nous avait dit de demander pas épicé et on a complètement oublié. Elle nous a donné du riz. Par gentillesse. Moi, j'ai le nez qui coule. Après, j'ai l'impression que je pourrais manger pimenté toute ma vie après cette expérience. 6h du matin. Il fait toujours pas beau, mais on veut quand même être les premières à accéder au parc. On sait pas trop à quoi s'attendre et on n'imagine absolument pas ce qui va suivre. Une fois à l'intérieur, on prend un bus jusqu'au téléphérique. On s'enfonce dans le brouillard. Les pics karstiques se devinent dans les nuages qu'on traverse en ligne droite. On est déjà conquise. Puis on monte si haut qu'on commence à dépasser les nuages. Le spectacle nous laisse bouche bée. On a l'impression de flotter dans le ciel. Bienvenue à Zhangjiajie, le plus beau parc que j'ai vu de ma vie.
Et puis contre toute attente, le soleil finit par se lever. L'endroit est magique, on se croit dans un autre monde. Mes yeux refusent de s'habituer à tant de beauté et de singularité. La descente se fait par un ascenseur vertigineux. Après avoir passé une journée incroyable, la fin est quelque peu gâchée par le monde qui veut prendre le bus pour rentrer. 1 heure d'attente pour un bus avec des gens qui poussent de toutes parts. Ah, terrible. Lendemain, rebelote, on y retourne. Et cette fois-ci, on commence par en bas. Ici, pour entrer, tout fonctionne par reconnaissance faciale. Ce sont en fait des colonnes de grès vertigineuses qui se sont développées à partir de sédiments déposés il y a des millions d'années, lorsque cette région était au fond de l'océan. Plus tard, des mouvements tectoniques ont soulevé ces roches au-dessus du niveau de la mer. L'érosion a fini par sculpter ces formations spectaculaires. Puis on descend dans le canyon pour une autre randonnée. On longe la rivière au pied de ces géants de pierre. On n'est toujours pas lassé de Tsangjiajie. Alors on ressort pour remonter de l'autre côté du parc. Bah voilà, nos 2 jours de visite dans le parc se terminent. On est remonté pour le coucher de soleil. Et franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. Le parc est vraiment magnifique. Alors il y a du bon et du moins bon, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais normal, on est en Chine et il faut s'habituer au monde. Du coup, parfois, il y a un peu d'attente pour récupérer les bus, etc. Donc ça peut vite être longué, les gens poussent un peu quand même, pour pas se mentir. Au global, c'est magnifique quoi. Franchement, c'est vrai qu'on se croit vraiment dans Avatar. C'est des paysages lunaires que j'ai vus nulle part ailleurs. Des surprises de partout, à chaque recoin, c'est magnifique. Je pense que je vais m'en souvenir très très longtemps de cette visite. C'est vraiment dingue quoi. Bon, sauf qu'après, il a fallu rentrer à la ville. Et vous vous rappelez de cette histoire de bus un peu blindé? Très clairement, là, on est sur un autre niveau. L'attente est interminable et les bus arrivent au compte-gouttes. Et je peux vous dire que les Chinois n'ont pas peur de la proximité. Ils n'ont pas peur de gruger non plus. Putain, ça triche de partout. Et vas-y que j'escalade la barrière tranquillou. Ils n'ont pas peur non plus de courir comme des dératés pour choper une place. Dernière étape du voyage, Guilin. Et pour cela, il faut prendre le train. On a trouvé la gare, on a trouvé la voie et on a trouvé le petit déjeuner. Et voilà, ça c'est un bon petit déj. Alors c'est très local parce que ça c'est de la saucisse qu'ils mangent tous les matins là. Tous les matins ils mangent cette saucisse. Après 7 heures de train où je couvre un état grippal, nous voilà arrivés à Guilin. Évidemment on commence par manger puis on va de ce pas découvrir l'attraction principale de la ville, le rocher éléphant. Un rocher qui a la forme d'un éléphant. La nuit commence à tomber. L'occasion parfaite d'aller voir les illuminations de la pagode du soleil et de la lune qui se reflètent sur l'eau du lac. Mais sitôt arrivé, sitôt reparti. On se rend dans une région encore plus reculée. Et pour ça, il faut prendre un taxi, un premier bus, puis un deuxième bus. Heureusement qu'on est sorti, hein. Parce que très clairement, le chauffeur ne nous a pas beaucoup aidés. On repartait. Ceci dit, on arrive à l'hôtel et là, on découvre notre chambre. Qu'est-ce que c'est que cette vue incroyable? Donc là, on va visiter les rizières. Et bon, bah il pleut, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et bref, on va visiter le point number 3. Le truc, c'est qu'apparemment, il faut pas suivre les panneaux. Il faut trouver un raccourci. Et la fille a essayé de nous expliquer qu'il faut trouver une pierre avec une flèche en or dessinée dessus, après un petit pont en bois, au bout de 35 minutes de marche. Donc, et bah, on va essayer de trouver ça. Hein.
Ça fait un peu chasse au trésor, c'est sympa. J'aime bien le mood. Le petit pont en bois qu'on cherchait. On dirait que j'ai 8 ans et que j'ai une chasse au trésor à un anniversaire. Et ben on vient de tomber sur la pierre avec les flèches d'or. Donc normalement, c'est ce petit chemin qu'il faut suivre. Si la plupart des gens prennent le téléphérique pour atteindre le point de vue, nous, on monte à pied. Et je vais pas mentir, les derniers kilomètres sont très éprouvants. Mais les paysages nous font vite oublier l'effort. Ceci dit, les rizières nous réservent un autre spectacle le lendemain matin. Il est 6 heures. On enfile nos baskets pour rejoindre un point de vue sur la vallée. Il est temps de redescendre dans le sud de la région. Retour dans le bus, puis le taxi, direction Siping. Malheureusement pour nous, le temps empire. On est enfin arrivé à Siping. Petit repas avant de décider ce qu'on va faire pour la suite. S'ensuit une décision audacieuse. On loue des scooters pour explorer la région. Je suis lancée dans une balade à scooter, mais il pleut, voilà, il pleut beaucoup. Par contre c'est magnifique, hein. Mais magnifique c'est un mot un peu faible par rapport à ce qu'on a devant, pour qualifier ce qu'on a devant. Mais ceci dit on a dû s'arrêter parce que là, il flotte beaucoup. On fait donc demi-tour pour revenir chez le loueur et aller chercher des parapluies pour scooter. C'est reparti. On longe la rivière Ly à la découverte des environs de Siping, ce petit village de pêcheurs désormais mondialement connu pour ses paysages karstiques et sa technique de pêche unique au monde, la pêche au cormoran. Bien vite, la pluie redouble d'intensité et on est complètement trempé. La route se transforme en un véritable ruisseau, voire un fleuve quoi. Comme dirait Maëva, c'est plus du scooter, c'est de l'aquascooter. Non ouais là, waouh. Ah ouais là il pleut là. Et on lâche rien quoi. C'est vraiment on pourrait attendre à l'hôtel calmement. Non, c'est notre avant-dernière journée et on ne va pas en perdre une miette. À ce stade, on est coincé au bord de la rivière. On va donc monter sur un bateau pour traverser sans avoir la moindre idée de où on se dirige. Et là, on tombe sur un mec qui nous propose de nous emmener à un endroit connu. De mieux en mieux, on vient de se lancer dans une rando de 2000 marches, voilà. Sous une pluie battante, on ne sait même pas ce qu'on va voir parce qu'il y a des nuages de partout. C'est vraiment histoire de faire semblant qu'il ne pleut pas et que la journée peut bien se passer. Ça va? Ah ouais là, waouh. C'est vrai que la vue d'en haut est exceptionnelle. Enfin, j'imagine qu'elle aurait dû l'être sans cette couche épaisse de nuages. Bon, il s'agirait de rentrer. On reprend le bateau, mais surtout le scooter. Et là, aux tonnes d'eau qui se déversent le long du chemin, s'ajoute l'obscurité et le froid mordant. Une vraie partie de plaisir. On arrive trempé et exténué. Ceci dit, on se laisse pas abattre. Le lendemain, on retente notre chance avec un autre sommet. Mais personne n'avait jugé bon de nous prévenir de la difficulté de la montée et des milliers de marches glissantes qui nous attendaient. C'est horrible. D'accord. Ok. Bah, ça a l'air sympa. Il me tarde. C'était horrible. Horrible. Faire ça à 7h du matin à Jean là, on s'attendait pas à ce que il y ait autant de marches, c'est un truc de malade quoi. Je vais crever. Oh là là. C'est horrible et ça glisse. Oh. Mais j'arrête de râler quand je découvre le spectacle que nous réserve le sommet. C'est assez beau pour que je lui pardonne cette montée archi dure. Alors maintenant, il faut descendre. Et alors, si la montée était compliquée, la descente est extrêmement compliquée. Ça glisse, mais ça glisse. Voilà. Ça va? Ça glisse.
De retour en ville, on passe notre début d'après-midi en déambulant dans le centre historique de Siping. C'est rempli de magasins, mais ceci dit, ça donne un bon aperçu de l'architecture traditionnelle chinoise. On ne pouvait pas terminer notre visite sans tester l'attraction de la région, le bamboo raft. Là, on cherche des amis pour monter dans les bamboo rafts comme ça. Parce qu'en fait, il faut être 4 et on n'est que 2. Et personne ne parle anglais, du coup, c'est compliqué de se faire des amis. On va trouver des copains. On trouve des super co-passagers et c'est parti. C'est ainsi, ballottés par les vents au milieu de la rivière Li, que se terminent nos 2 semaines en Chine. Retour à Guilin pour prendre l'avion. Et voilà, c'est la fin du voyage. On se retrouve en dernier petit resto relativement cher, mais à la décoration très sympa. En tout cas, la Chine, ça a été une très belle découverte. Franchement, les gens sont adorables. Ils nous ont beaucoup aidés, même s'ils parlent pas du tout anglais, vraiment zéro. On a découvert des lieux incroyables, la muraille de Chine, Zhangjiajie, j'arrive toujours pas à prononcer, malheureusement. Même Guilin, c'était super, les rizières de Longji. Franchement, des expériences de dingue, des paysages absolument incroyables. Ouais, j'ai juste envie d'y retourner et de découvrir le reste de la Chine parce que je sais qu'il reste encore plein de trucs à découvrir. Constamment en retard. Alors c'est tellement faux. C'est tout le temps en retard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout neuf le petit jeu. Tout neuf. Incroyable, vraiment incroyable. On était sous le choc.